c'est un panel qui parle de l'expérience client digitalisée. Ils vont aller un petit peu dans les définitions, dans les enjeux, etc. Et bien sûr des retours d'expérience client. J'appelle donc, c'est Mohamed Chakroun, donc qui est PMO de HLI et spécialiste de la digitalisation du secteur télécom. Madame Sarah Haneshi, CEO de Digitalis, consultante experte en transformation digitale. Madame Sihem Bellamin, donc directeur de la transformation digitale, GAT Assurance, et Monsieur Mohamed Anwar Ramdani, Corporate Account Manager chez Microsoft. Et le tout sera modéré par Madame Hejer Boutour, donc Marketing Manager chez Groupe HLI. Assurance BIAT. GAT. GAT. Mais j'ai dit GAT Assurance, alors pourquoi me reprendre? BIAT? GAT, BIAT ou GAT? Assurance. C'est GAT Assurance. Ah, GAT. J'ai dit GAT. GAT Assurance. Ok. Là, je me demande si GAT Assurance. GAT. C'est bon? Vous êtes bon? Modératrice, tout le monde est là? Il me manque du monde là, non? Ah, Kadini s'équipe. Ok. Donc, voilà. Présentation. Voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut. Je vous laisse entre de très bonnes mains et je vous dis à tout à l'heure. On peut les encourager. Merci. Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième panel de la deuxième journée. Salut. Donc, on va parler de l'expérience client. En effet, cette digitalisation, les réseaux sociaux, la mobilité, être dynamique. Pourquoi en fait? Parce qu'on veut fructifier la valeur de notre client. Parce qu'aujourd'hui, le client doit le connaître, on doit connaître ses besoins et on doit essayer de le retenir et le satisfaire. Comment ça va se faire? Ça va se faire à travers 4 panélistes de taille. Je commencerai par Madame Sarah Haneshi. Madame Sarah Haneshi, c'est une experte dans la transformation digitale. Elle est certifiée. Elle est fondatrice de Digitalis et elle a cumulé une expérience de 12 ans chez Microsoft et chez IBM. Dans tout ce qui est sales et marketing. Donc aujourd'hui, elle va nous faire un retour d'expérience sur la définition, la démarche et les enjeux de l'expérience client dans un monde de plus en plus digital. Madame Sihem Bellamin, chez GAT Assurance. Donc voilà, donc Madame Sihem Bellamin, c'est la dame directrice de tout ce qui est transformation digitale. Elle a eu une carrière très importante dans la politique, tout ce qui est politique de système d'information. On aura également Anour. Anour, c'est l'account manager de Microsoft sur la Tunisie et l'Algérie. Il a une grande expérience sur tout ce qui est sales en Afrique et au Moyen-Orient. Et depuis 7 ans, il est dans la transformation digitale et il a lancé tout ce qui est cloud provider en Tunisie. Mon cher collègue Mohamed Chakroun chez HLI, donc c'est vraiment le monsieur projet dans transformation digitale. À son actif, il a 20 projets dans divers secteurs d'activité, les télécoms, l'assurance, banque et j'en passe, le pharmaceutique. Donc Mohamed, il va justement nous donner son retour d'expérience par rapport à cette transformation en termes de projet. Pour commencer, je vais donner la parole à Madame Sarah Haneshi pour justement nous définir en fait l'expérience client c'est quoi, mais également la démarche et les enjeux dans ce monde digitalisé. Merci beaucoup Hejer pour l'introduction. En fait, pour commencer à parler un petit peu de l'expérience client, c'est quoi l'expérience client? C'est l'ensemble du ressenti émotionnel, donc, qu'un client pourrait avoir à travers toutes ses interactions avec une marque ou avec une entreprise. Donc, et quand je dis toutes ces interactions, c'est ces interactions aussi bien physiques, donc sur les lieux de vente, dans les magasins, mais aussi digitales, donc sur le site web, à travers donc, les communications qu'il reçoit donc, à travers l'entreprise, etc. Donc cette expérience, pourquoi elle est intéressante en fait à examiner? Pourquoi on en parle de plus en plus? Parce que le marketing lui-même, il a évolué et on assiste à des mutations profondes dans le marketing avec les technologies digitales. Donc les premières mutations, ça concerne le marketing de permission. Et c'était justement donc, instauré avec Seth Godin, qui était à l'époque, en 1999, CEO de Yahoo.
Et qu'est-ce que c'est que le marketing de permission? En fait, c'est demander aux clients, en fait, ça part d'une philosophie de rendre les étrangers des amis et de convertir ces amis en clients. Et là, donc, tous les internautes qu'on ne connaît pas, on leur demande la permission de recevoir une newsletter de Yahoo ou bien de la boîte qui est en train de faire cette communication-là, et créer un cycle répétitif donc, de communication qui, cette fois-ci, est sollicitée, contrairement à ce qu'on faisait avant, des communications non sollicitées qui risquent de ne pas attirer l'attention de ce prospect ou de ce client. Par la suite, on est passé à la gestion de la relation client, qui est l'optimisation de chaque interaction que le client peut avoir avec l'entreprise ou avec la marque. Et on parle de plus en plus actuellement du marketing contextuel. Ça veut dire quoi le marketing contextuel? C'est-à-dire l'étude du contexte, de tout le contexte que le client pourrait avoir avec une marque ou avec une entreprise. Et là, donc, le socle fondamental du marketing contextuel, c'est la convergence des données contextuelles. Les données relationnelles du client avec l'entreprise, son historique d'achat, son cycle de vie, si c'est un client en acquisition ou en développement ou en déclin, etc. Ces données personnelles, donc ses préférences, ses besoins exprimés, son activité sur les réseaux sociaux, et aussi les données contextuelles en temps réel à travers les moments critiques. Ça veut dire quoi les moments critiques? C'est les moments où le client est entré en relation avec l'entreprise, soit à travers une recherche sur le web, ou à travers un appel au call center de l'entreprise, ou à travers donc, une démarche d'achat dans les boutiques de l'entreprise, etc. Et toute cette convergence-là nécessite un socle de gestion de la donnée client, d'où l'intérêt donc de s'équiper en solutions CRM, etc. Mais aussi, il ne faut pas oublier que pour bien analyser cette expérience client, il est fondamental d'établir ce qu'on appelle les parcours clients. Les parcours clients, c'est essayer de comprendre les différentes étapes, donc tout ce contexte dont on vient de parler, mais de repérer les zones de friction, les moments critiques, quand est-ce que le client viendrait nous voir, qu'est-ce qui agacerait le client dans sa relation avec l'entreprise et essayer d'apporter une réponse digitale pour justement réduire et anéantir, je dirais même, ces zones de friction et améliorer donc cette expérience. Le tout, et l'idée, c'est d'améliorer l'expérience client. Et quand on améliore l'expérience client, on crée un parcours client plus fluide, on crée donc un lien émotionnel mémorable qui est donc source aussi de recommandations et qui est engageant. Donc le client, il est satisfait, il refait, donc il est plus fidèle à la marque, mais aussi il recommande cette marque dans son entourage et dans son réseau. Tout à fait. Donc au final, il faut justement avoir un parcours client omnicanal, harmonisé et cohérent. Par rapport à ça, je passerai la parole peut-être à Anour, parce que là, on est en train de parler de l'expérience client en tant que définition des parcours et de cartographie. Quels sont les challenges, Anour? Y a-t-il pas de solution aujourd'hui sur le marché, Anour, qui est chez Microsoft, pour justement supporter tout ce parcours-là et le fluidifier? Très bien, merci Hej. Merci infiniment Sarah, pour cette présentation super pointue, parce que c'est super difficile de passer après ça, c'est pas évident. Oui, donc c'est vraiment une très très belle description du parcours client et de l'ensemble des challenges. Je vais commencer tout simplement par se poser des questions. Aujourd'hui, je vois beaucoup de clients, beaucoup de partenaires, je suis ravi. Et à chaque fois que je suis chez eux, ils me disent on a une réduction de marge nette, impact direct. Y a-t-il une explication? Je pense que la réponse est non. Il n'y a pas une explication. C'est la réalité des choses. Est-ce que les promotions sont interactives? Non, c'est plus le cas. On fait des remises, tout le monde le fait. Et il n'y a pas une croissance commerciale derrière. Quels sont les challenges? Comment on peut faire? Comment on peut se positionner pour avoir une culture, un shift, une nouvelle transformation digitale? On était toujours historiquement product-centric. On parlait des produits, on a le meilleur produit, les gens viennent vers nous. C'est plus le cas. C'est quoi un meilleur produit? Aujourd'hui, le shift, il devient transformation digitale et derrière, il devient customer-centric. Là, on met le client dans le centre d'inertie de l'entreprise. On change le mindset. Et pour cela, il nous faut une bonne présence technologique,
mais il nous faut aussi une ressource humaine, il nous faut une organisation super agile, capable de suivre cette transformation. Et là, la question qui se pose, qu'est-ce qu'il faut pour qu'une entreprise soit with a culture of customer-centric? Comment une entreprise peut se transformer digitalement? Eh bien, premièrement, il faut tout que les C-level qui sont présents aujourd'hui soient conscients qu'on ne peut pas avoir une transformation digitale sans un focus du leadership autour du client. Poussez vos équipes à être très proches de vos clients, mettez des services aux clients, digitalisez votre processus interne, améliorez votre frontline et surtout, mettez en tête que les produits meilleurs sont les produits qui répondent aux attentes des clients. Donc soyez à l'écoute, prenez des feedbacks, définir des stratégies derrière. Et ben, on mène pas mal de fois des discussions pareilles et à chaque fois, il y a 2 challenges qui sont là, autour de la table. Premièrement, c'est les coûts, parce qu'on est tous dans un marché volatile, à risque élevé, indépendamment de l'industrie. Et par conséquent, on a tendance d'aller vers la réduction de coûts. Deuxièmement, le comment. Comment on peut faire ça? Comment on peut être équipé? Comment on peut faire de la digital transformation concrètement? Ce n'est pas évident. Eh ben, je prendrai le premier axe. Je vous poserai une question. Est-ce que vous savez, des analyses que je viens de voir justement, qu'une augmentation de 2% dans le customer retention est équivalent à une réduction de 10% en cost scaling. Est-ce qu'aujourd'hui, on est conscient qu'en moyenne sur la région EMEA, qui est faite par un très grand cabinet international, qui nous dit que majoritairement les clients ils perdent 10% de leur clientèle, de la base installée aujourd'hui annuellement. Et donc, par conséquent, si on cherche des nouveaux clients, parce qu'on perd d'autres clients, on investit 5 fois plus pour avoir un nouveau client, pour vendre, pour comprendre ses besoins et pour créer to be the trusted advisor of the customer. Ce n'est pas évident. Et donc, il faut qu'on arrête ce mindset de dire qu'on réduit les coûts, c'est important, c'est vital pour l'entreprise, mais en même temps, chercher d'autres solutions autour de la transformation digitale. Et là, c'est le deuxième volet dont j'aimerais bien aller dans les solutions, comme Heger vient de le préciser, c'est le comment faire. Il y a plusieurs volets, moi je prendrai le volet technologique parce que je m'y connais un peu, je laisserai les aspects, Madame Mohamed et Madame Bellamine parler des aspects changement de ressources humaines, culture d'entreprise, agilité, etc. Et je pense qu'il y en a pas mal d'experts qui sont présents ici, qui seront capables d'être dans le même panel et de parler beaucoup plus en détail par rapport à cela. Et donc, sur le volet technologique, je vais segmenter ça en 4 segments essentiels et vitaux pour la réussite de la transformation digitale d'une entreprise. 1, omnicanal. Tout le monde en parle. Omnicanal, omnicanal. C'est quoi exactement l'omnicanal? Eh bien, c'est simple. Aujourd'hui, le client il devient unpredictable et donc on doit opérer d'une manière unpredictable. Et on doit aller vers le client là où il existe pour pouvoir collaborer, pour pouvoir comprendre ses besoins. Il y a des interactions par mail, tout le monde le fait. Il y a des interactions avec des call centers. Il y a des interactions sur le web. Il y a des interactions sur les réseaux sociaux, etc. Il faut pouvoir consolider toutes ces informations, traiter les data derrière. Data, c'est un avantage compétitif super important. Et donc, on peut définir derrière des stratégies. Et l'omnicanal devient une nécessité. Un deuxième volet qui est super important, aujourd'hui, le social, it's the new currency. C'est la nouvelle devise. On n'a pas le choix. Tout le monde part vers Facebook, tout le monde part vers Snapchat, LinkedIn, etc. Le pourquoi, avant, si on choisit une banque, mon père il opère avec une banque, ma mère opère avec une banque, j'y vais, c'est simple, je connais les gens. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On part vers des forums, on pose des questions, on essaie de comprendre les catalogues d'offres qu'ils font, les conditions bancaires s'il y en a une entreprise, etc. Et donc, le monde digital devient une nécessité. Et c'est pour cela il y a des solutions qui ont été développées autour du social engagement pour assurer 3 volets importants. Le premier, écouter les clients, comprendre leurs besoins, identifier les stratégies derrière. Deuxièmement, la notoriété de l'entreprise, le company branding, c'est très important d'écouter les feedbacks positifs et négatifs pour pouvoir agir, consolider ça derrière dans un CRM et mettre en place des équipes de call center, etc. Je pense que Mme Bellamine saura mieux expliquer ces détails-là. Troisième volet, analyser la compétition. Il faut avoir un mapping par rapport à la concurrence qui est sur le marché aujourd'hui. On ne peut pas se permettre d'être dans un marché où on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font les autres, quelles sont les offres, quel est leur positionnement, quelle est leur stratégie, etc. Le troisième volet, parce que j'ai parlé du customer retention, etc., c'est la fidélité. C'est la fidélité qui a un impact direct sur la marge,
Pourquoi? Parce que si on fait une promotion aujourd'hui, on fait 40% pour tout le monde. Pas chez Microsoft, on fait des 5-10%. Hein. Sinon, Mohamed, je ne sais pas, il est là, il ne va pas être d'accord. Donc on fait des... Mais pourquoi? Mais j'ai des clients fidèles, moi. Moi, je dois faire de la segmentation client. Comprendre qui sont les clients fidèles chez moi, définir des stratégies derrière et mettre des promotions. Partager ma marge avec les clients qui me sont fidèles aujourd'hui. Et là, la promotion devient attractive parce qu'ils font partie de l'entreprise, parce qu'ils y croient dans notre stratégie, parce qu'ils doivent être partie prenante dans la définition de notre roadmap produit, dans la définition de roadmap service de l'entreprise. Et finalement, il ne faut pas oublier le frontline. Si aujourd'hui on demande des gens à être équipés, on doit les équiper déjà. Ils doivent être productifs, ils doivent collaborer, ils doivent avoir de la proximité, ils doivent aller vers l'avant. Et pour avoir ça, il faut des outils comme ça a été précisé par Sarah notamment, un CRM comme Dynamics, un outil de collaboration comme Office 365. Ce n'est pas pour faire le commercial, mais c'est la réalité du marché. Aujourd'hui, c'est un contexte important. Il faut qu'on arrive à équiper nos équipes pour qu'ils soient agiles, pour qu'ils soient modernes. Ils seront capables de collecter les informations et derrière de définir des stratégies. Donc, je pense que Mohamed va aller vers l'avant par rapport aux détails, comment on fait ça day to day, quels sont les challenges, quelles sont les problématiques, mais il ne faut pas oublier. Regardez le niveau international aujourd'hui. On parle d'Airbnb. On parle par exemple de Metrobank qui font une ouverture de banque et une carte bancaire dans moins de 10 minutes. Je pose la question à nos banques aujourd'hui. Combien il faut du temps pour avoir une carte bancaire? C'est une question qu'il faut poser. Airbnb devient un des... On ne parle pas d'Amazon Go, hein, c'est impressionnant. Aujourd'hui, peut-être qu'on n'est pas à ce niveau-là, mais on a aussi des exemples tunisiens. Je ne sais pas si je peux me permettre de parler. Je prends l'exemple de la cave prisée full digital chez Magasin Général. Je prends l'exemple de Advia qui se développe à l'international. On aura l'exemple de GATT aujourd'hui qui va en parler. Il y a beaucoup de structures aujourd'hui comme Caterpillar qui font de l'IoT et de la maintenance prédictive. Et donc aujourd'hui, on ne va pas aller vers mettre en place des technologies ou whatever. Non, on va déjà écouter les clients, comprendre ses besoins, l'identifier, définir une stratégie. Et derrière, il y aura obligatoirement une croissance du chiffre d'affaires et une croissance surtout de la confiance des clients. Je pense que c'est vraiment l'axe le plus important. Les challenges, je te laisse Mohamed, c'est à toi. Donc, Justement, moi, je voulais ajouter un petit truc, Anouar, par rapport à ça. Et bien, tu parles super bien. Hein. Même après toi, le passage, c'est pas évident. Hein. Donc, juste un truc. Même les sociétés qui ne sont pas aujourd'hui dans le digital, un jour ou l'autre, ils vont y être. Donc il faut anticiper, il faut connaître les besoins, il faut commencer aujourd'hui. Le changement, c'est aujourd'hui. Donc Mohamed Chakroum, comme a dit Anouar, il va nous parler des sociétés qui ont déjà commencé à mettre en place leur transformation digitale centrée client. Il va nous parler de quelques projets, mais également il va nous donner quelques best practices pour réussir justement la transformation digitale centrée sur les clients. Merci Hazel. Bonjour à tous et à toutes. Alors moi je vais vous parler de notre retour d'expérience sur le comment de la mise en œuvre de tous ces concepts, de tous ces outils, tout en restant bien sûr dans ces objectifs d'amélioration du quotidien du client et d'amélioration de la rentabilité de l'entreprise. On ne fait pas des projets de transformation digitale pour la beauté de la technologie, pour la beauté des nouveautés technologiques. On le fait parce qu'on a des objectifs métiers à atteindre, soit en termes d'amélioration de rentabilité, soit en termes de satisfaction client. Alors, tout d'abord, je commence par vous parler des projets dans lesquels j'ai eu l'opportunité de participer et qui m'ont marqué par la valeur ajoutée métier qui a été apportée par ces projets. Et c'est des projets qui se sont identifiés par le fait qu'il y avait en amont un travail d'étude, d'analyse, d'identification de ces irritants en termes de parcours client, en termes d'expérience client, et de la route cause de ces irritants, soit en termes de processus métier de l'entreprise, soit en termes de faiblesse au niveau du système d'information de l'entreprise. Ces projets-là qui ont été précédés par cette phase-là d'études et d'analyse, ils ont été bien planifiés, ils ont été bien réalisés et la valeur ajoutée du projet en soi a été bien pressentie. On verra ça après avec un cas réel de Madame Sihem sur la GATT. Et ça, c'est pour vous dire qu'un projet de mise en œuvre
d'un outil dans le cadre d'une transformation digitale, ce n'est pas un projet informatique. C'est un projet qui rentre dans un cadre d'un programme, parce que la transformation digitale, ce n'est pas un seul projet, ce n'est pas un outil qu'on va mettre en place et qui va transformer tout d'un coup tout notre vécu dans l'entreprise. C'est tout un programme qui est bien sûr adapté au roadmap stratégique de l'entreprise, au budget de l'entreprise, aux coûts de l'entreprise, aux moyens humains, à toutes les ressources de l'entreprise qui peuvent être mises à disposition pour réaliser ce genre de programme. Donc, un projet de mise en place d'un outil, c'est une phase des phases de ce programme-là de transformation digitale. Et si on précède cette phase de mise en œuvre par cette étude-là d'identification des irritants processus et SI, on pourrait bien planifier cette phase de mise en œuvre en termes de priorisation, en termes de choix d'outils, en termes de stratégie d'évolution de l'SI et du métier, et surtout en termes de définition d'objectifs mesurables qui nous permettent de dire oui, on a amélioré les choses et on peut passer à une phase suivante. Non, il faut arrêter, il faut faire autre chose. Donc ça, c'est en termes d'approche pour commencer ou initier un projet qui rentre dans le cadre d'une transformation digitale. Je vais vous parler aussi des outils. Et là, je vais me baser plus sur notre expertise et notre retour d'expérience à HLI, parce qu'on est plus positionné sur des outils qui gèrent la relation client. Donc, notre collègue Sarah, tout à l'heure, elle a parlé de cette expérience client, de ce parcours client. Et aujourd'hui, sur tous les métiers là où on intervient, il y a cette problématique de gérer le client en tant que client et ne pas le gérer en tant que produit. Le client, ce n'est pas un compte bancaire, ce n'est pas un numéro de compte bancaire, ce n'est pas un numéro d'une ligne téléphonique. Le client, c'est un client, c'est une personne, c'est un ensemble de personnes, si on est sur un compte entreprise, qui ont des habitudes, qui ont des préférences, qui ont un budget, qui ont des habitudes de parcours et des préférences en termes d'interaction. Et il faut que dans notre système d'information et dans nos processus métiers, il faut qu'on dispose de l'endroit où on peut gérer ça, on peut servir le client à travers la prise en compte de ces éléments. Et aujourd'hui, lorsqu'on adresse les problématiques des entreprises, on trouve que la première problématique, c'est que, surtout pour les entreprises qui adressent un parc client assez large, c'est qu'ils disposent d'un système métier qui est organisé par produit. Et au départ, ils pensent que pour aller dans une transformation digitale, c'est qu'il faut refaire tout, il faut enlever ces systèmes, les remplacer par la seule base de données puissante qui consolide tous les produits, tous les clients, toutes les transactions. Et bien sûr, derrière, sans oublier le coût, si on est dans cette réflexion-là, et l'impact, bien sûr, sur le freeze des processus métiers de l'entreprise et de l'évolution du business de l'entreprise. Et après, bon, il y a des gens qui se lancent dans cette phase-là d'études d'analyse que j'ai décrit tout à l'heure, et il y a qui peuvent identifier ça à travers des solutions que nous mettons en place. Principalement, c'est le Data Repository qui va gérer ce parcours client et qui va gérer principalement la gestion qui va gérer principalement la relation client. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur dit, OK, laissez votre système tel qu'elles sont. C'est des systèmes aujourd'hui qui savent très bien gérer les transactions métiers par produit, par service, tout dépend du secteur. Et essayons de mettre en place un data repository qui consolide tous ces historiques clients-là et qui parle le client. C'est-à-dire que dans ce data repository, on va chercher le client, on ne va pas chercher le produit. Et selon ce client-là, selon son contexte, selon ses habitudes, on pourra agir, on pourra le servir, on pourra lui proposer des choses, et tout dans l'objectif d'assurer soit une satisfaction du client, soit un gain pour l'entreprise. Et là, ça vient les projets, ce qu'on appelle les projets de gestion de la relation client et les projets de mise en place des CRM. Donc après, je dirais tout le temps que ce n'est pas la fin de la transformation digitale. Tu as mis en place un CRM, ok, tu as assuré cette customer centrics de ton frontline, c'est-à-dire de là où tu es en train d'interagir avec les clients. Maintenant, ce n'est qu'une base.
Après, tu vas pouvoir être connecté à des outils qui gèrent les canaux. On parle aujourd'hui des canaux sociaux, on parle des canaux classiques, SMS, email et tout ça, et on parle même de traçabilité sur la gestion des canaux physiques qui sont des visites, qui sont des rendez-vous et tout ça. Donc tout ça, tu peux le bâtir tant que tu as ce data repository, et après, bien sûr, tu peux être dans une logique de fidélisation ou dans une logique de upselling, dans une logique d'omnicanalité. Aujourd'hui, si tu veux assurer l'omnicanalité, ça ne veut pas dire que tu dois disposer de plusieurs canaux digitaux. Non, il faut que tu puisses servir le client de la même façon ou bien d'une façon maîtrisée, parce qu'on pourrait être dans un choix au niveau de l'entreprise de vendre telle offre au niveau des revendeurs et ne pas la vendre au niveau des boutiques. Donc, mais l'essentiel, c'est de maîtriser ce choix. L'essentiel, c'est d'être omnicanal, et c'est à partir de ce data repository que tu peux implémenter ces processus-là. Alors, ça, c'est en termes d'outils. Maintenant, dans cette démarche-là, et là, j'ai parlé, n'oubliez pas que j'ai parlé d'un programme de transformation digitale et non pas d'un projet. Et donc, si on parle de programme, c'est qu'on a un roadmap, on a un portefeuille de projets qui peut s'étaler sur une durée et tout ça. Et là, il y a un point qui est très pertinent qui va apparaître, c'est quand est-ce qu'on va livrer ces implémentations? Est-ce que le métier va attendre? Est-ce que le métier va friser son besoin et friser ses évolutions pour attendre à ce qu'on mette en place un système où on remplace un outil, où on fait évoluer un système qui est déjà existant? Et là, je vais parler de l'agilité. On ne peut pas faire de la transformation digitale sans être agile. Et être agile, je ne vais pas parler du détail de l'agilité ou sa déclinaison dans Scrum ou DevOps et tout ça, je vais rester sur le concept d'agilité, c'est de pouvoir livrer rapidement des choses et surtout ne pas bloquer, ne pas friser l'évolution quotidienne de l'entreprise parce qu'on a un projet en cours. Si un client nous appelle dans un centre de service pour être servi, on ne va pas lui dire « Monsieur, attendez, dans 4 mois, on aura une solution parfaite pour vous servir, donc attendez un peu ». Donc on ne peut pas faire ça, on doit continuer à servir et en même temps, on fait évoluer les choses. Donc l'agilité, ça se décline en 2 points principaux. Le premier point, c'est une agilité au niveau de la planification et des lotissements des chantiers. Et si on veut faire ça, on ne peut pas le faire sans implication des métiers. C'est les métiers qui doivent définir quels sont les objectifs qu'on doit atteindre à court terme et quel est ce court terme et comment mesurer ces objectifs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on doit être sur des outils qui sont agiles. Des outils qui sont agiles, qui permettent d'implémenter les choses rapidement. Aujourd'hui, on est de plus en plus sur des outils qui sont adaptés à des métiers donnés ou à des marchés donnés. Si on parle par exemple, de la solution Dynamics CRM, on est sur un module marketing. Ça veut dire qu'il y a les fonctionnalités marketing qui sont au minimum standard pour tout métier possible. Mais après, tu dois avoir une boîte à outils qui permet de faire du paramétrage, de la personnalisation pour s'adapter à un outil. On est sur un module service qui va, au départ, c'est-à-dire après avoir installé l'outil, fournir le minimum de fonctionnalités qui sont standards pour tout type de service client, pour tout type de métier. Ça veut dire servir, gérer des équipes, gérer des SLA et tout ça. Donc ça, c'est pour vous dire que si on veut être agile, aujourd'hui, il faut qu'on parte sur des outils qui sont appropriés à un métier. On ne peut plus partir sur des choses à développer à zéro, des choses avec des budgets, bien sûr, qui sont colossales et qui sont importants. S'il y a l'opportunité d'utiliser un SI existant de l'entreprise et le faire évoluer et rajouter cette couche, oui, on le fait. Le dernier point sur lequel je vais vous parler, c'est une fois qu'on a mis en place un outil dans le cadre d'un programme de transformation digitale, est-ce qu'on a terminé? Non, on n'a pas terminé. Parce qu'aujourd'hui, la transformation digitale, ça devient de plus en plus, comment dire, c'est-à-dire un comportement au sein de l'entreprise, une évolution naturelle qui se fait tous les jours au sein d'une entreprise. C'est comme si on a mis en place un système ISO 9001 ou un système ISO 27001. Ces systèmes-là, vous savez très bien que ces systèmes, ils vivent. Ça veut dire que ça ne suffit pas de mettre en place le système. Il y a des audits de certification chaque
fréquence de 2 ans, 3 ans, il y a des audits de renouvellement. Et pour réussir ces audits-là, il faut faire vivre ce système. Il faut faire le contrôle, il faut être dans une logique de cap-do, check, act, plan do. Et donc la transformation digitale, c'est ça. Une fois on a mis en place un outil ou une phase de ce programme, c'est qu'on a mis en place le socle. Mais il faut continuer à mesurer, il faut continuer à dresser des plans d'action, il faut continuer à faire évoluer la chose. Et on peut le faire parce qu'on était sur des démarches agiles. Donc on peut faire évoluer les outils facilement. Les métiers, ils sont impliqués avec nous, ils sont dans l'organisation de ce programme-là. Et peut-être le bon exemple, c'est que Madame Sihem, aujourd'hui, elle était historiquement, je pense, la directrice organisation et système d'information à la GAT. Aujourd'hui, Madame Sihem, elle s'appelle la directrice transformation digitale. C'est pas évident. Donc aujourd'hui, on voit ça de plus en plus qu'on ne parle plus d'une direction informatique et on ne parle plus d'une direction système d'information. Donc aujourd'hui, les SI, ils sont au cœur du métier. On ne peut pas être sur une transformation digitale en respectant ce silo-là qui sépare les IT du métier. Donc, je vais passer la parole à Madame Sihem. Elle va... Je rajouterai peut-être, Mohamed, un point, je pense, par rapport au projet. Il est aussi important de faire le change management. Je pense que c'est très important aussi. J'ai vu quelques projets chez HLI. Donc là, on est dans tout ce qui est transformation et on doit aussi sensibiliser les gens, le faire comprendre. Ça commence aussi au début du projet avec justement les budgets, les roadmaps. Donc très important, essayer de penser aussi au change management. Je passe la parole à Madame Blamy pour nous parler justement de ce retour d'expérience pour la GAT. Merci beaucoup, Heger. Donc, je vais essayer. Est-ce qu'on peut avoir la présentation PowerPoint, s'il vous plaît? Ah, c'est bon. Donc, c'est bien, Mohamed a bien introduit le sujet donc, pour le GAT. Je vais présenter le GAT rapidement. Donc, c'est une compagnie d'assurance qui est multiproduit. Elle a une filiale GAT Vie donc, qui offre des produits d'épargne et de compléments retraite. Nous sommes 250 personnes. La direction de la transformation digitale est à 30 personnes actuellement. Donc, nous avons réorganisé un peu la direction d'OSI en direction de transformation digitale en créant des pôles digitaux. Donc, on vient de créer un pôle digital et on a fait dernièrement des recrutements donc, de pilotes digital. Je voulais un peu parler de l'historique des... Ça marche pas? Ça marche? Donc, je voulais parler un peu de l'historique de l'expérience client traditionnelle des compagnies d'assurance ou bien des entreprises d'une façon générale. D'habitude, on ne se soucie pas du client, donc notre stratégie est toujours axée sur le produit et sur le service sans savoir ce dont a besoin en fait le client. Donc là, on peut plus, de nos jours, on ne peut plus avancer comme ça parce que l'évolution du digital devient très importante et le client lui-même a un comportement qui change et il devient quand même plus exigeant. Donc là, le GAT a décidé donc, de répondre à cette exigence par une approche du client pour savoir comment essayer de lui offrir en fait des produits dont il a besoin, donc par l'écoute. Elle va essayer de mettre en place une agilité, une rapidité de ses services, une réactivité pour essayer de répondre donc à ce besoin client qui devient quand même important. Donc il faudrait lui donner plus de services et un produit qui correspond en fait, je répète encore, à son besoin. Donc là, ça n'avance pas très bien. Bon, la stratégie qui a été adoptée par le GAT. Donc le GAT, ça fait quand même un certain nombre d'années, depuis 2014-15, qu'elle a commencé à mener ses réflexions sur la transformation digitale. Donc nous avons fait beaucoup d'études. Nous avons travaillé avec des cabinets tunisiens, carrément, qui nous ont beaucoup aidés pour réfléchir quelle est la feuille de route à mettre en place et quel est l'accompagnement de cette feuille de route, quels sont les budgets. Donc en fait, on a fait un schéma directeur de la transformation digitale pour les années à venir.
Nous avons tracé donc une feuille de route qui va quand même bouleverser complètement l'entreprise par son organisation interne. Et le GATT donc, doit s'adapter pratiquement à cette feuille de route en adoptant et en exploitant toutes les nouvelles technologies possibles sur toutes ces activités, le métier, le marketing, la vente et la communication. On n'a plus le choix. Donc il fallait vraiment opter pour ces nouvelles technologies. Donc le comment, donc il y a 3 leviers qui sont très importants sur lesquels s'est axé le GATT. Donc les nouvelles technologies, bien sûr. Donc on a fait un peu la recherche sur tous les produits sur le marché tunisien, comment accéder aux clients et à travers quel outil. Il y a une évolution des humains dans la société, donc c'est en fait une évolution de la culture digitale, comment sensibiliser en fait toute cette population à devenir pratiquement plutôt à opter et à rentrer dans cette culture digitale, comment le faire. Et en final, et c'est notre besoin, c'est comment exploiter en fait les données de cette base de données à travers toutes ces technologies. Donc c'est les 3 clés de réussite donc, pour la transformation digitale. Et ça ne marche pas, ça. Voilà. Donc je vais parler d'abord des technologies, parce qu'on a fait un peu le tour, et on a déjà choisi, on a commencé à travailler depuis 2016. Nous avons pris une gestion électronique de documents. C'est le prérequis d'abord pour avoir du digital. Donc nous avons déjà choisi la solution Averroès. Je vais faire un peu de pub quand même pour mes partenaires. C'est des gens qui sont sérieux et qui travaillent. Donc l'AGED va nous permettre en fait d'avoir des workflows fluides de nos process. Ça va nous permettre de stocker toutes nos informations et de minimiser en fait la circulation des papiers, de ne pas avoir de perte d'informations au niveau des flux et en même temps avoir une traçabilité de tous les process métiers par des validations des différentes tâches. Donc l'AGED vraiment c'est primordial pour aller vers le digital. Donc par la suite nous avons pris le CRM, donc c'est Dynamics 365. Je ne vais pas le cacher. On l'a presque finalisé. Donc on a mis en place au mois de décembre donc, toute la partie vente et module marketing. Et on est en train de finaliser le service client. Donc je vais dire tout à l'heure, rapidement, je vais faire un focus sur le CRM, parce que c'est très important. Sans le CRM aussi, on ne peut pas accéder aux clients. Donc pour se rapprocher aux clients et avoir une vision 360 degrés, il faut carrément mettre en place un CRM. Donc bon, pourquoi on a choisi Dynamics? Parce que sur le marché qualité-prix, c'est l'un des meilleurs. Les autres, ils sont inabordables au niveau des budgets. Donc Microsoft aussi nous a aidés pour ce côté-là. Bon. Après, là, on est en pleine refonte de notre site web, parce que le nôtre est quand même assez statique. C'est un site web qui a été élaboré en 2008. Donc là, on est en urgence, il faut le refaire. Il faut mettre des services en ligne pour que le client soit autonome, qu'il se sente pratiquement libre de faire, enfin de traiter ces services sans avoir besoin d'un humain en face ou bien sans avoir besoin de se déplacer dans une agence. Par contre, je n'ai pas parlé des agences. On a une centaine d'agences et courtiers qui sont en train de gérer 80% de notre chiffre d'affaires. Et c'est un point important pour nous parce qu'on les a impliqués, on les a embarqués dans cette transformation digitale. Et ça, c'est très important. C'est nos commerciaux de vente. Pratiquement, c'est notre capital. Donc là, on les a embarqués avec nous, bien sûr avec beaucoup de conduite du changement, parce qu'il y a toujours de la résistance au niveau de ces agences. En plus, ce ne sont pas des salariés GATT, c'est encore plus complexe. Mais ils y vont quand même et ils sont très coopératifs. Donc, on est en train de mettre un site web, on est en train de le voir avec plusieurs opérateurs sur le marché qui travaillent sur les sites web. Donc on va faire tout un recyclage. Donc on va mettre la simulation des devis, les services en ligne, aider par exemple par des applications mobiles pour la géolocalisation des agences. Le e-contrat, c'est pas pour tout de suite, mais au moins le e-sinistre. Là on est en train de travailler sur un portail sinistre par lequel le client pourra
pratiquement faire sa déclaration de sinistre, faire le suivi de son traitement et aboutir à un règlement par des notifications. Donc il aura en face un agent GAT qui va en fait à travers le portail communiquer avec lui pour lui éviter de voir l'expert, d'aller chercher le rapport, d'aller, bon le garage il doit y aller, il n'a pas le choix, mais pratiquement c'est l'agent GAT qui gère à travers le portail tout le service de ce sinistre-là. Donc le client n'aura qu'à être réglé s'il doit être réglé, ou bien il sera pris en charge par le garage s'il est assuré en prise en charge. Voilà, pour le CRM, donc c'est très important. Le CRM va gérer nos opportunités. Avant, on ne savait pas quelles sont les opportunités. L'agent ne connaît pas les opportunités. Un client qui arrive, qui demande un devis, qui s'en va, il ne revient pas. Là, avec le CRM, on va en fait tracer toutes les opportunités pour pouvoir relancer ce client, pour voir pourquoi il n'est pas revenu. Dans le cas où c'est transformé, tant mieux. Et enfin, en principe, c'est 50% le taux de transformation. Mais là, il faudra gagner plus. Donc, pour voir s'il y a une perte d'opportunité, il faudrait aller relancer le client et pour voir quel est le problème. C'est un problème concurrentiel, c'est un problème technique. Donc là, c'est très important pour nous. On doit suivre nos opportunités. Ça, c'est une exigence. Donc, le planning et les agendas des agents généraux, puisque c'est eux qui utilisent actuellement le CRM. Donc, toutes les agences utilisent le CRM. Donc, nous, en tant que back-office, nous sommes en relation directe avec l'agent à travers ce CRM. Donc, il y a des campagnes aussi d'emailing, du reporting et des tableaux de bord sur le client pour avoir toute la vision du client et pouvoir l'approcher pour l'équiper sur d'autres sujets, sur d'autres assurances, sur d'autres produits. Voilà. Donc, des enquêtes de satisfaction aussi peuvent être diffusées sur des clients pour savoir un peu la qualité de service de notre compagnie. Ça aussi, c'est très important parce que l'enquête de satisfaction peut améliorer notre service. C'est sur la satisfaction client qu'on peut avancer, en fait. Donc, bon, le service client est en cours d'élaboration. Je pense qu'il sera terminé d'ici le mois de juin. Donc, on mettra toute une organisation derrière, humaine, pour prendre en charge tous les incidents, les tickets et les incidents de nos clients, les réclamations, les besoins d'information, et avoir en même temps l'historique de notre relation. Donc, ça ne marche pas, ça, c'est pas possible. Voilà. Donc là, toutes les nouvelles technologies, c'est très beau. Bon, mais il y a quand même des hommes derrière ces technologies. Donc, il faut carrément une nouvelle organisation pour ces nouvelles technologies. Il faut que les hommes, petit à petit, commencent au sein de l'entreprise à s'adapter à ces technologies. Donc nous, ce qu'on a fait en fait, on a fait une refonte de nos processus. Avant de mettre en place les technologies, on a essayé de voir carrément le paramétrage des technologies. On a vu le CRM, on a vu la JET, et on a impliqué dans les workshops, on a embarqué tous les métiers avec nous pour qu'ils soient en haut de la pyramide pour en fait s'approprier ces outils-là. Donc en fait, il faut une pénétration par le haut des nouvelles technologies, parce que si on met en place des technologies et que les métiers ne sont pas conduits dans le changement, il n'y aura rien du tout, il n'y aura pas de transformation. Donc là, les métiers pratiquement sont tout le temps présents, ils donnent leurs idées, on les prend en charge et on les paramètre dans l'outil. Donc tous les process métiers ont été repris depuis quand même pas mal de temps. On a commencé en 2015 et on a continué avec la mise en place des outils par le paramétrage. Donc la réorganisation. On avait une réorganisation par produit. Donc on en a parlé tout à l'heure et Mohamed en a parlé. L'organisation est devenue orientée client. On a complètement mis à plat l'organisation et on a réorganisé les directions par catégorie client. Donc il y a client important, client société, client particulier, et dans les particuliers aussi il y a des clients qui sont quand même importants. Donc on a mis en place une segmentation client pour pouvoir l'approcher et être plus souple dans le service et dans la rapidité. Donc la formation des ressources. Il faut sensibiliser les ressources, les mettre dans une culture digitale. En France, il paraît qu'on donne même des certifications digitales pour les salariés. Ça, je ne le savais pas, je l'ai su dernièrement dans un séminaire, donc je l'ai mis à titre d'information. Les ressources aussi changent, le comportement change. On ne rentre plus dans une salle de réunion avec du papier, on rentre avec un ordinateur pour
pour communiquer. On doit communiquer entre nous à travers, à tout moment d'abord, même le soir, on peut communiquer. Moi, mes équipes travaillent le soir par mail et ça devient automatique en fait. Donc le travail, le comportement du salarié change au niveau même de son travail. Pour le manager devient... Donc je ne sais pas. Oui. Juste, pour le manager, oui. Il nous reste encore 5 minutes, Madame Bellamy. Oui, je termine, je suis vers la fin là. Donc le manager donc n'est plus en fait, il n'est plus le dépositaire de l'autorité. C'est un facilitateur et donc il doit mener les équipes. En transversal, il doit les aider donc à collaborer, à communiquer et même au niveau des générations, on a les plus jeunes qui en fait aident les plus anciens, surtout pour les pratiques digitales. C'est pas évident de rentrer dans des pratiques digitales quand on a dépassé les 50, 60. Bon, moi aussi je me fais aider par mon équipe qui sont tout jeunes là quand j'ai des problèmes. Voilà, donc je passe rapidement là. Alors, bon. Donc, en plus de ça, donc, pour avoir l'exploitation des données, il faut passer en cloud. Et on n'a plus le choix là aussi parce qu'on va avoir un nombre d'informations très important à exploiter pour se rapprocher de clients, pour connaître l'expérience client. Donc nous devons faire du big data. Bon, c'est un mot qui est à la mode. Nous, on n'en est pas encore là. On est donc là, dans la structure de base. Donc déjà, on a commencé à... On est en infogérance d'abord pour vous dire, pour le parc informatique, on ne le gère plus. On n'a plus besoin de travailler sur des services qui n'ont pas de valeur ajoutée par rapport à notre business. Donc le service qui peut être externalisé, on le fait rapidement. Voilà, donc on est en train aussi de migrer notre site de secours vers un hébergeur de la place en cloud. Donc là, ça va nous permettre... Et là, on ira sur la prod aussi vers 2019. Donc notre site de prod sera également... c'est écrit dans notre feuille de route, on n'a pas le choix de toute façon. Donc ça nous permettra de réduire les coûts, d'avoir de l'accessibilité, d'avoir de la flexibilité au niveau de l'allocation des ressources. Et bien sûr, la sécurité y est, puisque les data centers sur lesquels ceux qu'on a choisis donc sont les normes, ont les normes de sécurité. Bon, un collègue qui peut dire la sécurité, la TIA 942, je ne sais pas quoi. Donc là, le client en fait est digitalisé, donc il sera digitalisé en 2019. Donc là, il faut choisir le GAT pour aller pour que le client soit digitalisé. Donc il aura une transparence et une lisibilité de l'offre, une interactivité avec le GAT, l'assurance, et il sera complètement autonome. Il pourra prendre en charge son sinistre. Il pourra, j'espère qu'on pourra être avancé sur le volet signature électronique. Il pourra même souscrire son contrat sur le site web. En France, ça se fait, ici pas encore, mais on peut l'orienter pour la signature du contrat chez l'agence la plus proche, s'il le faut. Bon. Là, c'est la réussite de la transformation digitale. Donc, ce qu'il faut, il faut un engagement fort de la gouvernance. Donc, on a eu des sponsors même au niveau de l'actionnariat du GAT. Il faut un directeur général qui y va et qui y croit aussi. Il faut une application des salariés et une conduite du changement très forte. Donc, et un partenaire expert. Et de bons experts pour nous accompagner. Voilà. Bon, et un bon choix d'outils. Hein. Il y a l'outil et l'expert à côté. Donc, rapidement, là, je donne Heger 2, je ne sais pas si ça peut être intéressant. Alors, le plus important, madame, c'est comment vous avez calculé le retour. Il ne faut pas qu'on tombe trop dans le détail parce que c'est des calculs. Non, c'est pas détail, mais juste pour dire qu'on calcule. On va rapidement. Donc, on a eu, en fait, on a vu un peu, on a étudié un peu avec un cabinet les standards internationaux, dont Forrester. Et là, on a trouvé que le gain en acquisition client, il est entre 10 et 20%. Le gain en rétention client, il est pratiquement 30%, c'est la fidélisation du client. Donc, le client est rapidement fidélisé dès qu'on est plus proche de lui. Donc, il y a une résiliation. Les résiliations ont diminué. Bon,
là, on n'a pas encore, parce qu'on a mis en place le CRM en 2017, donc on aura en fait les statistiques d'ici fin 2018, on aura réellement. Mais là, c'est des hypothèses qu'on a prises pour présenter, avoir le budget au niveau du conseil d'administration. Donc il y a l'augmentation des ventes, donc le pipe, il augmente suite à une meilleure conversion des suspects en clients. Donc, et c'est une meilleure communication, des opportunités qui deviennent en contrat rapidement. Voilà. Donc, par contre, juste un chiffre, et là on peut rentrer, Mohamed, si tu veux, dans le détail. Nedia, elle a tous les éléments pour t'expliquer comment on est arrivé à faire ce... Non, ça va pas là. On s'est basé pratiquement sur un ROI de 57% sur une perspective allant jusqu'à 2021. Donc on s'est basé aussi sur un scénario réaliste représentant 4% de gains en acquisition client et 7% de gains en rétention client. On a été très réaliste parce qu'on peut aller dans le scénario optimiste, on n'a pas voulu. On a préféré être dans ce cheminement-là. Donc là, on ne gagne rien en 2017, ni en 2018. Et c'est à partir de 2019 qu'on commence à avoir notre ROI. Et les 57%, c'est au bout des 3 ans, en fait. C'est la rentabilité au bout de 3 ans. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup, Madame Bellemine. Je pense qu'on peut les applaudir parce que franchement, on a fait le tour de la relation client. Je pense que personnellement, la digitalisation doit être orientée client parce que tout le monde veut fructifier sa valeur client. N'hésitez pas à nous poser des questions. On va être là toute la journée, je pense. Donc,